Alors, le Kenya, non. Alors, j'ai dit, puisque c'est une chaîne sur YouTube, je vais parler en français. Pourtant, on s'est battu pour Tamazigh. Maintenant, on va essayer d'élargir l'auditoire. Donc aujourd'hui, je vais parler en français. En français, donc moi, personnellement, je m'appelle Arzqi Lakabi. Arzqi, c'est mon prénom. Lakabi, c'est mon nom. Je suis un ancien militant du FFS. J'ai rejoint le FFS alors que j'étais étudiant avec d'autres camarades en 1963. En fait, à la fin de l'année 63, vers le mois de novembre, comme ça, on a commencé à créer le premier groupe d'étudiants FFS à Benakno. Et j'ai continué donc à militer FFS depuis 63 à ce jour. J'ai été militant, j'ai été arrêté en 1968, détenu à la prison militaire de Boufarik. Après ma sortie de prison, j'ai connu des problèmes que beaucoup d'autres Algériens ont connus. Par la suite, j'ai continué à militer comme j'ai pu dans le FFS clandestin. Et ensuite, bon, j'ai fait, comment dirais-je, j'ai rejoint le secteur de l'industrie. J'ai travaillé tout en gardant des contacts avec les FFS, jusqu'à pratiquement sortir en retraite. En 1989, je fais partie de la première équipe, du premier groupe de 5 personnes qui ont, en relation avec Hussein Ahmed et avec Sil Hafir qui était à l'époque à l'étranger et d'autres camarades exilés, nous étions les 5 à proposer à ce moment-là la sortie du FFS de la clandestinité après le changement de la Constitution et le projet de loi sur les partis à partir donc de mars, on peut dire, 1989. Nous avons à ce moment-là, avec d'autres militants, essentiellement tous des anciens des années 63, des anciens détenus, des anciens maquisards, etc., nous avons, en relation toujours avec Aïtmen et avec Sil Hafir Yaha qui était exilé et d'autres camarades, nous avons fait tout pour faire sortir d'abord le FFS de la clandestinité et faire entrer les exilés, Sil Hafir d'abord et Sil Hussein le 15 décembre 1989. J'ai fait partie donc de ce premier exécutif du FFS sorti de la clandestinité et j'avais été le responsable à l'économie et à l'information disons de 89 jusqu'à fin 91. Donc en 91, nous avons préparé le congrès. Et à ce moment-là, notre exécutif a été formé et nous avons continué à rester FFS, militer, apporter notre contribution selon les besoins. À partir de... Pour revenir, ça c'est un peu ma situation personnelle, donc je pense que c'est suffisamment dit. Je n'aime pas beaucoup parler de ma personne, mais je crois que j'ai déjà suffisamment parlé. Donc aujourd'hui, nous sommes là, d'abord, il faut le rappeler, parce que le FFS a été créé, ou a été, je dirais, publiquement annoncé le 29 septembre 1963 par le regretté et le légendaire président de ce parti, Sil Hussein Ahmed, le 29 septembre 1963, du balcon de l'ancienne mairie de Tizi Ouzou, actuellement toujours existante, mais qui est utilisée autrement. Et la déclaration officielle a été lue par Morad Ousdiq, ancien avocat connu du FLN historique et membre fondateur du FFS. Donc aujourd'hui, ici, pour cette cérémonie du souvenir, nos pensées, évidemment, ne peuvent pas aller ailleurs que d'abord à tous ces pionniers de la résistance à la dictature et de la lutte pour permettre aux Algériens de disposer de tous leurs droits, on dit des droits de l'homme, compris
Donc, le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association, une justice libre et indépendante. Et pour résumer, on peut dire tous les droits d'avoir des droits. Et parmi ces personnes-là, personnellement, je ne peux pas ne pas évoquer, comme j'ai dit évidemment, la personnalité de Sidi Hussein, qui était à l'époque, comme vous voyez, d'une élégance raffinée, d'une présence incontestée et incontestable. Il était apprécié de tous. Parce que, pour également l'histoire, Hussein, déjà, on peut dire que c'était le premier, on parle beaucoup de ceux qui ont fait soi-disant la politique algérienne étrangère, mais il faut, pour l'histoire, le premier diplomate, peut-être, de l'Algérie avant l'indépendance et même de l'Algérie avant la Révolution et pendant la Révolution, c'était Hussein Ait Ahmed. Hussein Ait Ahmed, d'abord, il avait commencé à parler de l'Algérie colonisée avant 1954, notamment en 1953, au Pakistan, en Indonésie, etc. Et c'est comme ça que, quand il a eu le déclenchement de la révolution en 1953, il fait partie du groupe des 9, puisque Boudiaf et les 6 qui ont lancé la révolution ont fait appel à la délégation extérieure qui était composée à l'époque de Ait Ahmed, Mohamed Khedar et Ahmed Belbela, qui ont eux-mêmes ont rejoint le groupe. C'est pour ça qu'on parle pas non seulement des 6, mais on parle du groupe des 9. Et Ait Ahmed donc a servi la révolution en tant que diplomate. Il a commencé à représenter, donc je disais, avant le début de la guerre, puis après, en 1955, la première conférence de Bandung en Indonésie, et c'est lui qui était chargé d'aller plaider la cause de la révolution algérienne auprès des membres à l'époque de ce qui allait devenir les non-alignés, et notamment les ténors de l'époque. C'était Nehru, l'Indien, c'était Sukarno, l'Indonésien, c'était Chou Enlai, le Chinois, c'était Nasser, l'Égyptien, et d'autres. Et Tito. Et Tito, le Yougoslave, merci. Et Tito, le Yougoslave. Donc Hussein avait plaidé la cause de l'État. Ensuite, une fois terminé la révolution, Hussein va aux États-Unis et avec Mohamed Yazid et un certain Chanderly qui va également prendre la relève, ils vont aux États-Unis et c'est lui qui a pu ouvrir pratiquement le premier bureau de la révolution algérienne aux États-Unis. Et ensuite permettre à l'Algérie d'abord et à la cause algérienne de faire son petit chemin à l'intérieur des institutions américaines et particulièrement parmi les membres du Congrès. Et nous aurons par la suite l'histoire, le travail de Hussein va être continué par ceux qui étaient avec lui, notamment Mohamed Yazid, Chanderly et d'autres, et pour ensuite arriver à un certain John Fitzgerald Kennedy, qui va devenir président et sénateur, qui va défendre l'idée de la révolution algérienne. Donc aujourd'hui, je dis, on ne peut pas ne pas avoir donc une pensée pour ce légendaire leader de la révolution. Le deuxième, évidemment, on peut parler à ses camarades. Évidemment, le grand maître Morad Bousdjir, qui était un des principaux avocats du FLN historique et des détenus particulièrement, ceux qui étaient détenus en France, parmi lesquels Ait Ahmed, Khedar, etc., les 5 mais aussi d'autres qui sont plus là, même si, comme Mohamed Oulhaj, qui était quand même un des anciens colonels, le dernier colonel de la Wilaya 3 historique, qui faisait partie également de cette révolution. Mais à côté, il y avait aussi d'autres personnes que l'histoire, malheureusement, que la mystification de l'histoire de l'Algérie n'a pas permis aux jeunes, et même aux Algériens de façon, de connaître réellement les héros de ce pays. Parmi eux, évidemment, il y avait un certain Arzka Harambouch, qui était officier, qui était officier de la Wilaya 4 et qui était le responsable du domaine sanitaire, de la médecine, on peut dire des maquis.
Asghar Harmouche, qui était mon fondateur. Il y a un certain Lakhdar Borga, qui a compté sur le quai, qui est mort récemment, et qui est également membre fondateur, à côté d'autres, et surtout également des personnes dont on n'en parle pas beaucoup, qui est pas loin d'ici, c'est quelqu'un, Blaïd Ait Bedri. Blaïd Ait Bedri, qui est un militant avec Hussein Delos, qui était de la partie 45, etc. Et c'était également un des membres fondateurs, des membres importants du FFS dès le début, et qu'on peut dire pratiquement ça a été le premier secrétaire général de ce parti, parce que Ait Bedri était connu pour sa plume. Et beaucoup de tracts, beaucoup d'écrits du FFS de l'époque étaient conçus et rédigés par le regretté Ait Bedri. Donc aujourd'hui, je veux dire, c'est effectivement une journée très émouvante, en pensant à tous ces gens-là qui ne sont pas là, mais et ensuite, et que malheureusement aussi, à tous les martyrs de l'épopée FFS pendant la résistance à la dictature de Boumedienne, c'est-à-dire de 63, on peut dire, jusqu'à maintenant, mais surtout de 63 à 65 avant les accords. Et là, ils sont nombreux, ils sont 453 qui officiellement qu'on a recensés, qui sont les premiers martyrs de la liberté, de la démocratie, et ce sont les martyrs du FFS pour l'Algérie, pour les causes, pour les causes justes, humaines, et pour la liberté, la démocratie. Et par la suite, c'est évidemment ses camarades tombés au maquis, tombés sous les balles d'autres Algériens qu'on croyait être des frères, qui sont tombés. Il y a d'autres qui les ont suivis, qui sont morts de mort naturelle, etc., etc. Et plus récemment encore, ceux qui nous ont quittés tout à fait il y a quelques mois, en commençant d'abord par nous regretter l'autre grand leader de la révolution, Darvinor Ali Yahya, lui qui est décédé le 25 avril 2021, suivi par quelqu'un qui normalement était toujours là pour les cérémonies de souvenir, qui est toujours présent, qui est un ancien du FFS 63, un ancien du FLN de la Fédération de France, qui s'appelle Sidji Lalil Rima. Puis, après Sidji Lalil encore, décédé le 19 juin 2021. Après lui, il y a un autre militant des années 63 qui a continué son combat à l'intérieur du FFS jusqu'à son décès au mois d'août passé, qui s'appelait Cherif Bilboussi, qui à un moment donné qui a été le fédéral du FFS ici à Tizi Ouzou. Et après encore malheureusement la série continue. Après Bilboussi, nous venons d'enterrer encore ça, un autre militant de valeur qui a rejoint l'FS en 90, qui s'appelle le docteur Mohamed Ladada, qui est décédé sur la première semaine de septembre passé. Donc voilà, pour ce moment historique, pour ce moment émouvant qui nous a réunis ici. Maintenant, que dire? Nous sommes un parti politique d'opposition au service de l'Algérie. Et en tant que parti politique, évidemment, nous sommes attentifs à tout ce qui se passe en Algérie. Or, aujourd'hui, nous l'avons dit, depuis le FFS, les militants, nous l'avons dit, nous l'avons écrit, l'Algérie vit en crise. Elle vit la crise politique qu'elle subit depuis pratiquement son entrée à l'indépendance. C'est-à-dire en 1962, avec le coup d'État qui a été fomenté par l'armée des frontières, donc, avec son état-major, l'armée d'état-major de l'armée des frontières, qui était représenté à l'époque par Boumedienne et ce qu'on a appelé par la suite le groupe de Oujda, évidemment, qui ont fait appel à Ben Bella en tant qu'autorité historique pour avoir une forme de légitimité historique, qui avait accepté donc d'assumer ce coup d'État et qui ensuite lui-même va se faire détrôner, va se faire arrêter par Boumedienne en 1965, 19 juin 1965, alors que l'Algérie
avait une chance historique, peut-être, de changer de cap et de s'engager sur la voie des pays libres, modernes, démocratiques, avec les accords FFS-FLN qui ont été signés à Paris le 16 juin 1965 par Sil Hafid Yaha pour le compte du FFS et par Mohamed El-Bjaoui, Zoubeir Bouadjadj et Idir, un ancien également de la Fédération de France pour le compte du FLN. Malheureusement, les accords étant signés le 16, le 19, c'est le coup d'État, Ben Bella est arrêté et Boumedienne s'était engagé pour assumer les accords qui ont été signés. Il a assumé ce qui l'intéressait, c'est-à-dire, effectivement, il a libéré les détenus du FFS à l'époque, et qui étaient nombreux, puisqu'il y avait pratiquement plus de 1500 qui étaient détenus. Et ensuite, il a permis à certains qui voulaient reprendre leur travail de faire, mais par contre, l'aspect politique qui devait donc consacrer la résistance du FFS et face à la dictature devait faire l'objet de négociations directes avec Aït Ahmed qui encore était détenu et qui n'a pas été libéré jusqu'à son évasion en 1966. Et l'Algérie malheureusement est partie de ce jeu. Donc à partir de là, elle continue à subir ce système politique qui est dénoncé, qui est renié par la population et qui a imposé tout à l'Algérie depuis 1965 à ce jour. Ce système politique qui est aujourd'hui la cause encore de la crise, ce système politique est imposé par, c'est une forme, je dirais, de dynastie des hiérarchies militaires qui se sont succédées depuis 1965 à ce jour et qui continuent à imposer leur dictat à l'Algérie. Ce système politique contrôle tout. Donc il a une chaîne de commandement, une chaîne d'intérêts et avec évidemment les dérives que sont constituées la corruption, les passes de roi, etc., etc. Mais aussi donc, toutes les institutions, entre guillemets, pseudo-institutions qu'il impose et les lois qui sont la plupart scélérates, comme les lois aujourd'hui liberticides qui empêchent les Algériens de parler, qui empêchent les Algériens de s'exprimer, qui empêchent les Algériens de s'associer. Et malgré cette formidable révolution populaire qui a pris naissance ce 22 février 2019 pour dire non à cette proposition insensée à l'époque du système qui voulait imposer un 5e mandat à quelque chose, pour ne pas dire, à quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas, qui n'écrivait pas. On se demande même s'il voyait. Donc on se demande s'il voulait imposer un fauteuil comme président de la République pour continuer à jouir de leur passe de roi dans ce pays, à continuer à avoir les intérêts qui sont les leurs. Donc aujourd'hui, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Algérie est toujours en crise politique. Donc elle a besoin, incontestablement, d'une vraie solution. Et ce qui est proposé par le système, quoi? On s'est engagé, bon, ils ont fini par céder à la rue. Le 5e mandat, insensé, diabolique, n'a pas eu lieu. Mais ils ont imposé leur élection présidentielle avec un président désigné qu'ils ont choisi, malgré le rejet de ces élections. Puisque quand on voit les résultats officiels, parce que la réalité est tout autre, officiellement, quand on voit cette minorité qui, soi-disant, a voté pour cette élection, on te dit, et puis on dit, oh, vous savez, le taux de participation, ce n'est pas important. Alors pourquoi faire des élections? Quand on fait des élections, c'est pour avoir l'opinion de ceux qu'on est censé gouverner, pour voir si le discours politique que nous développons est compris, il est attendu, il est accepté. Or, je dis non. Le résultat ne nous importe pas. C'est-à-dire, quelque chose. Bon, c'est le président de ceux qui ont voté. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On continue
a imposé cette feuille de route, a priori, qui est surtout, qui fixe un calendrier électoral, puisqu'on est passé à la deuxième scrutin, qui est celui du 12 juin 2021, où on a élu entre guillemets, on a désigné un parlement. Des gens, on a vu lors de ces élections, le politique, entre guillemets, l'opposition, c'est-à-dire tous ceux qui contestent, pour le système n'existe pas. Ils ne veulent pas en tenir compte. On a eu droit à soi-disant à une société civile qu'on ne voit pas, parce que la vraie société civile qui peut faire quelque chose, elle fait elle-même l'objet de répression. La société civile autonome représentative, c'est la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme. Regardez les problèmes qu'elle a. C'est des associations comme Raj. Et regardez aujourd'hui dans quelle situation ils sont. Peut-être qu'ils vont les dissoudre d'ici une semaine. Ce sont les syndicats autonomes, comme le SATEF. Où sont-ils? Et on a le droit à des associations qui ont proposé des candidats. Que sont ces candidats? Nous avons affaire finalement, quoi, comme pour revenir un peu en arrière, le 19 mars 1962, après les accords d'Évian, qui ont consacré donc l'indépendance de l'Algérie et la fin de la guerre, on a eu le droit à ce qu'on appelait les moudjahidines du 19 mars. Ceux qui ont rejoint, qui sont venus en masse et qui ont été bien reçus par Boumedienne, etc., qui sont devenus des moudjahidines et qui ont étouffé les vrais moudjahidines réduits à quelques centaines, voire quelques milliers, par le terrible plan Chal et les fameuses opérations, comme l'opération Jumelle, par exemple, en Kabylie. Donc, ce Parlement, qu'on peut qualifier d'indu élu, mais c'est lui, il est là maintenant. Et c'est lui qui va continuer à agir pour voter de nouvelles lois scélérates, comme maintenant, notamment, les amendements apportés au code pénal avec la fameuse article 87 bis qui aujourd'hui permet d'arrêter quiconque avec des chefs d'inculpation préfabriqués. Tout le monde est terroriste quand ils veulent. Tout le monde porte atteinte à la liberté, à l'unité nationale. Tout le monde porte atteinte à la défense nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons voilà la situation. Et pour clore, et pour terminer, qu'est-ce qu'on veut? On veut maintenant imposer la dernière étape des scrutins, c'est-à-dire le scrutin du 27 novembre 2021 pour, soi-disant, élire des APC. Des APC dont les pouvoirs, notamment, sont quasiment nuls. Parce que les APC, c'est quoi? Ils ne veulent être que des relais. Ce ne sont que des relais des pouvoirs. Un président d'APC ne décide de rien. Quand il prend une résolution, si le Wali ne la valide pas, si le chef de la, de toute façon, cette résolution ne passe pas. Et aujourd'hui, donc, on veut terminer, soi-disant, l'édifice institutionnel, alors que c'est un édifice d'institution scélérate comme tout le reste. On veut achever ça. Donc, le parti, donc, le FFS, et en tant que parti d'opposition, a toujours été relativement réservé, pour ne pas dire, a toujours dénoncé tous ces scrutins formels. Depuis 1990, puisque le FFS, les premières élections pluralistes sont celles de 1990, et le FFS à l'époque a boycotté. Pourquoi il a boycotté? Parce qu'elle a dit que les élections, c'est pour permettre à l'Algérie de pouvoir changer de système par des voies pacifiques pour mettre en place des institutions légitimes, c'est-à-dire des institutions qui sont l'émanation des attentes ou des volontés populaires.
Alors qu'à l'époque, on a décidé qu'il y a des élections, on les faisait fabriquer, etc. etc. Bon, on a connu les résultats de 90, quand on a vu le fils arriver, qui a commencé à ce moment-là à poser des problèmes, etc., etc. Alors parce que les conditions d'une réelle consultation honnête, crédible et représentative n'étaient pas réunies. Donc aujourd'hui, nous sommes devant cette situation. Nous allons avoir des élections communales qui ne serviront pratiquement à rien. D'autant plus que la situation générale de l'Algérie, qui est caractérisée aujourd'hui d'une part par une révolution populaire qui est toujours là, mais qu'on a réprimée, qu'on a essayé de bloquer, parce que les gens aujourd'hui sont empêchés de sortir. Et même avant qu'ils sortent, on a ciblé un certain nombre de personnes qu'on va chercher chez elles. Parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils voulaient écrire, ou pour simplement, ils pensaient que... Qu'est-ce qu'on dit qu'il y a des terroristes. Bien entendu. Alors, s'il y a des terroristes, je crois que les Algériens attendent et attendent les résultats des enquêtes en cours. Mais pour le moment, certaines personnes arrêtées et accusées de terrorisme. Donc, les personnes qui les connaissent, ils disent, bon, on connaît cette personne, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait comme terrorisme. Parce que pour le commun des Algériens, le terroriste, c'est qui? C'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui viole, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui frappe, c'est quelqu'un qui utilise la violence pour imposer ses idées ou pour imposer ses vues. Or, aujourd'hui, ceux qu'on a arrêtés, on ne va pas les citer. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont des idées dans le domaine culturel, dans le domaine identitaire, dans le domaine associatif. Mais on ne les a pas connus comme étant des gens violents qui ont agressé, qui ont détruit. Et alors, on dit les incendies de Kabylie. Les incendies de Kabylie, oui, effectivement, ils posent beaucoup de problèmes. Parce que c'est la première fois, la Kabylie, comme tu l'as dit, a connu des incendies. Mais c'est la première fois qu'on a vu des incendies aussi monstrueux. Pourquoi? Alors les gens se posent la question, ce ne sont pas tous des spécialistes. Pourquoi on a eu des incendies comme ça, qui ont touché des superficies aussi énormes? Il y a plus de 40 000 hectares qui ont été détruits sur Kabylie. Et toute l'Algérie, il y a 80 000 hectares qui ont été brûlés. C'est normal qu'on se pose des questions. Comment ça? On dit que c'est criminel. C'est bien. Alors les gens évidemment vont connaître les crimes, les criminels. On a fait un pauvre bougre, connu comme un artiste, talentueux, quelqu'un qui était engagé, qui était au service des libertés de l'État, un certain Djamel Ben Smaïl, connu et reconnu. Celui-là, il est victime d'une machination diabolique pour connaître la fin qu'il a connue et qui fait honte à toute l'humanité, à tout ça. Ce n'est pas possible que des gens qui se revendiquent de l'humain puissent accepter de faire ce qui a été fait. Eh bien, on espère que la vérité et la justice puissent être effectivement établies et que Ben Smaïl repose en paix et qu'il puisse effectivement avoir la justice et la vérité pour le sort qu'il a été le soi. Alors maintenant, on termine. Dans le FFS, j'ai dit que l'Algérie connaissait la crise à cause du système politique, etc. Le FFS lui-même est en crise. Il vit à la fois une crise politique et une crise organique. Sur le plan politique, le discours du FFS, pour ceux qui ont l'habitude de suivre, c'est un discours qui manque de relief. C'est un discours qui ne permet pas de rendre le FFS lisible et visible. Sur le plan organique, aujourd'hui, il y a des gens au FFS, et essentiellement, on n'a pas encore les informations exactes, on dit que ce sont ceux qui sont élus, ce sont les anciens élus qui veulent être reconduits, qui veulent être reconduits pour un autre mandat. Bon, mais de l'autre côté, il y a des militants, ils sont nombreux à la base, qui rejettent ces élections en disant que d'abord l'ambiance générale n'est pas aux élections. Quand on arrête les gens, quand on frappe les gens,
quand on empêche les gens de se système, ajoute à ça les autres, quand on voit ce qui se passe au niveau économique, au niveau, comment dirais-je, au niveau sanitaire, etc. On a vu la crise d'oxygène, bref, tout ça, c'est pas le moment d'aller aux élections, ça n'apporte rien. Alors aujourd'hui, donc, le FFS se retrouve un peu au niveau organique, se retrouve partagé. Et dans tellement partagé que ceux qui prétendent, enfin, il n'y a pas encore de résultats exacts, mais les candidats ont du mal à confectionner leur propre liste. Une liste, alors que le FFS, quand il est sorti de la clandestinité, juste pour rappel historique, en 1990, avant la préparation, juste pour la préparation du premier congrès de mars 91, les militants cartés, le nombre de militants cartés au FFS était de 139 500 en 1990. Et il y avait des dizaines de milliers, entre 50 et 60 000, qui attendaient leur carte. Aujourd'hui, quel est le nombre réel de militants cartés au FFS? Donc il y a des choses à faire. Et il y a donc aujourd'hui, vous avez vu, les militants qui sont là, ceux qui sont venus, évidemment, ils avancent tous l'idée qu'il faut rassembler tous ceux qui croient au FFS, tous les militants aujourd'hui, cartés, etc., officiels, et même les sympathisants, ou tous ceux qui souhaitent aller au FFS, parce que le FFS est considéré comme parti de l'espoir, comme le parti du changement, d'un changement comme attendent les Algériens, mais d'un changement qui va se faire par les voies pacifiques. Eh bien, donc on est là. Hein. Alors, que faire? Donc, il y a des propositions qui sont faites. Pour le moment, donc, il y a des réunions qui vont se faire pour arriver à ce moment-là. Mais que dire? Dans les propositions, il y a aujourd'hui donc le sentiment partagé par tous, c'est qu'effectivement le FFS refuse l'exclusion. Même à l'intérieur, on n'est pas d'accord, parce que nous sommes en front de toute façon. On peut avoir des idées, on peut avoir des débats. Donc on ne veut pas exclure ceux qui ne pensent pas la même chose. Donc entre guillemets, ceux qui sont pour les élections veulent certainement exclure ceux qui disent non, mais c'est ceux qui se disent non veulent également exclure ça. Donc je dis non, pas d'exclusion. Il faut arriver à trouver une base de dialogue. De dialogue pour dire quoi, pour faire quoi. Ce dialogue doit d'abord instituer cette idée de non-exclusion. Tous ceux qui veulent, on peut se parler, même si on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, il y a ceux qui veulent boycotter les élections, qui veulent peut-être aller contre ceux qui veulent aller aux élections. On dit non. Parce que sur le plan politique, il faut avoir des solutions politiques. Quel est l'intérêt de ceux qui veulent pour aller combattre ceux qui veulent aller aux élections? Si ce n'est pour aller, encore une fois, accroître les divisions. Donc on dit non. Même ceux qui seront contre les élections, il faut laisser ceux qui veulent aller aux élections, qu'ils assument leurs décisions. Les résultats seront donnés, on verra ce que c'est. Donc il ne faut pas qu'il y ait de violence, il ne faut pas qu'il y ait de gens du FFS pour aller combattre d'autres gens du FFS parce qu'ils vont aller aux élections. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est effectivement de dire qu'il faut que tous ceux qui aujourd'hui se réclament du FFS, qu'ils soient à l'intérieur ou pas, doivent aller rejoindre directement les sections du FFS, là où ils sont, où ils ne sont pas, qu'ils les créent. Il faut que le FFS retrouve sa base. Et à ce moment-là, qu'ils prennent leur carte et qu'ils redeviennent avec un objectif. Pourquoi pas? De pouvoir au moins réunir un certain nombre de... On ne peut peut-être pas arriver aux 131 000 ou 140 000 des années 90, mais on peut se fixer un objectif qui peut paraître tout à fait possible à atteindre. Au moins 5 000 militants cartés, structurés, qui vont à ce moment-là préparer le prochain congrès. Et donc, pour ma part, je demande à tous ceux qui s'inscrivent dans ça d'échanger leurs avis sur les médias, les médias sociaux pour pouvoir à ce moment-là créer ce mouvement, arriver à faire disons, ce rassemblement. Et dernière proposition, pourquoi pas envisager une sorte de réunion
élargie des instances actuelles. Il y a ceux qui les reconnaissent, ceux qui ne les reconnaissent pas. Aujourd'hui, il faut dépasser ça. Des instances actuelles, c'est-à-dire le Conseil national, direction, etc. Toutes ces instances-là, je les invite à élargir la composante en la faisant appel aux anciens, à d'autres, etc. pour ne pas faire une sorte de pré-congrès, une sorte de conférence interne qu'on pourrait tenir, comme on l'a fait déjà, à Yakourel, dans les prochaines semaines, pour pouvoir à ce moment-là définir à la fois le cadre sur lequel consensuel qui va être établi et en même temps mettre en place un programme d'action et préparer un congrès qui soit effectivement représentatif et qui soit acceptable et accepté par tous. Et voilà.